t'as quand même atteint presque le demi-million. Comment t'as fait pour pas perdre en qualité? J'ai fait trop de formations où les gens, ils s'écoutent parler, en fait. Moi, on me paye pour être la plus efficace possible pour obtenir un résultat. Avoir une expérience client dans la formation qui soit très active. La meuf, elle était venue pour atteindre les 10K par mois, elle a atteint les 10K par mois. Et à la fin des 6 mois, elle est venue me dire que finalement, elle était pas si contente de mon énergie à la fin de l'accompagnement. Elle me demande de lui rembourser quand même la moitié de l'accompagnement. Le pire avec cette situation, c'est que cette meuf... Ce type de situation peut vraiment nous bouffer. J'ai des clientes, elles sont passées à des centaines de milliers de vues de réels et elles m'en parlent pas. Et je suis là, mais meuf, à quel moment on célèbre Ça veut dire que t'es une bonne coach. La transformation, elle est tellement profonde qu'en fait, on se rend plus compte. Stop. Attends, on se pose 2 minutes là, on est sur un exploit là. Et une autre chose qui a fait aussi la différence pour atteindre ce chiffre d'affaires-là, ça a été... Betty Rise, 14 ans en multinationale, un job en or, 3 enfants, un déclic, elle quitte tout. En 2 ans seulement, elle bâtit un business à plus de 400 000 € par an. Plus de 500 entrepreneuses transformées, une équipe, un podcast, 40 000 followers suspendus à ses contenus et un marketing d'attraction à son image, stylé, authentique, badass. Sa méthode, allier stratégie et personnalité pour faire chauffer la carte bleue de vos dream clients. Dans cet épisode, elle dévoile l'art de vendre avec puissance sans jamais trahir qui vous êtes. À découvrir avant vos concurrents. Betty, toi aujourd'hui, t'es CEO, créatrice de contenu, coach. Comment tu décrirais ce que tu fais, ta mission, ta vision? Alors moi, je vais un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut observer aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur le business en ligne. C'est-à-dire que moi, je propose une façon de créer un business où ta personnalité va aller attirer exactement les personnes idéales pour travailler avec toi. Donc, tout en partageant du contenu qui te ressemble. Et du coup, on n'est pas sur de l'influence, on est vraiment sur une façon stratégique de pouvoir se présenter soi et ses offres et justement sa mission, sa vision, etc. pour être dans un phénomène d'attraction et de pas aller courir après les gens ou les démarcher ou les prospecter, comme très souvent on nous conseille. Ça me plaît. Attirer les clients à soi et surtout, tu casses les codes avec ce côté, ce branding vraiment badass, assume qui t'es. Et du coup, avec cette personnalité, ben, t'attireras les gens à toi. Ouais, carrément. C'est l'idée. Ça me plaît, trop bien. Et toi, de base, t'avais un job stable chez Nestlé, une carrière, on va dire, toute tracée. C'était quoi un peu le vrai déclic qui t'a fait sauter le pas, on va dire, dans le vide et tout plaquer? Bon, on peut dire que le plus grand déclic que j'ai eu, ça a été de perdre ma tante quand j'ai eu 35 ans. Je suis pas partie tout de suite, mais ça m'a fait vraiment réfléchir sur ce que je voulais faire de mes journées, parce que j'étais quand même une femme ambitieuse qui voulait faire tout un tas de choses. Et en fait, ma tante, elle est partie à 6 mois de sa retraite. Donc, elle est partie relativement jeune. Et c'était la première personne que je perdais. Donc, je me suis rendu compte que si elle était mortelle, moi, je l'étais aussi. Ça a été un deuil très difficile. C'était comme ma deuxième maman, ma tante. Je l'adorais. C'était quelqu'un de super. Au-delà du deuil, il y a eu tout un tas de questionnements. Tu sais, je pense qu'on le vit peut-être tous et toutes à un moment donné. Un vrai questionnement sur le sens de ma vie, le sens de ce que je faisais. Est-ce que j'étais utile? Est-ce que j'avais un impact? Est-ce que je m'amusais en fait dans ce que je faisais? Alors c'est vrai que souvent mon parcours il est assez atypique parce que finalement moi j'ai quitté une place qui était qui était garantie. Je pense que j'aurais pu rester hyper longtemps chez Nestlé. J'avais des super collègues, j'avais un super chef, les conditions elles étaient idéales, super salaire et tout. Seulement, il y avait ce questionnement de oui, mais, enfin, tu vois, quel est le sens de tout ça? Et j'ai commencé à me questionner, je me suis fait accompagner, j'ai fait d'abord des coachings, j'ai fait un bilan de compétences aussi. Et je suis rentrée comme ça un petit peu dans le coaching. À un moment donné, j'ai fait moi-même une formation pour devenir coach, être certifiée. Puis, tu sais, dans toutes ces formations et ces parcours, tu te poses énormément de questions sur toi, en fait. Donc, ça m'a permis un peu d'éclairer les zones, disons, de talent que je pouvais avoir, les zones de plaisir, et m'interroger vraiment sur finalement mon job. Est-ce que j'étais au bon endroit? Jusqu'au moment où, voilà, plusieurs années plus tard, je me suis vraiment rendu compte que non, c'était pas le bon endroit. Et là, j'ai pris la décision de partir. Ton histoire, elle connecte tellement avec moi. J'ai la même histoire. J'ai perdu mon papa aussi, juste après sa retraite. Et il a attendu toute sa vie cette retraite pour enfin pouvoir partir avec ma mère, mettre les pieds dans le sable en Italie. C'était son rêve depuis enfant, j'entendais ça. Et quand il est parti et qu'il a pas pu profiter de cette retraite, moi je me suis dit c'est mort, je ferai pas pareil.
Et tu vois, c'est intéressant comme ça influence notre vie, ça influence nos décisions, où on se dit, OK, là, maintenant, stop, il faut que je vive pour moi. Et je vois pas mal de personnes, c'est assez intéressant, qui me disent, mais moi, j'adorais mon job, j'avais des super collègues, mais en fait, j'avais envie de plus, quoi. Et là, c'est exactement ce que je ressens aussi chez toi. Et tu vois, t'as bien fait, parce que maintenant, tu transformes des vies, je les vois passer, les résultats, tout ça, donc trop cool. Yes. Bah, disons, je me dis, des fois, je me dis, et ça me touche vraiment, je me dis, bah, ma tante, peut-être que d'où elle est fière de moi, tu vois. J'en suis sûre. Parce que j'ai réussi à transformer son départ en quelque chose qui a vraiment changé ma trajectoire, finalement. Complètement. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça super inspirant. Et qu'est-ce que tu penses que les gens comprennent pas? Parce qu'il y a énormément de gens qui veulent quitter le salariat. Aujourd'hui, on est tous un peu là-dedans, en mode le Ouais. salariat, on en a marre, on veut tous devenir entrepreneurs. Comment on fait un vrai passage réussi, on va dire, du salariat à l'entrepreneuriat? Yes. Moi, je pensais, tu vois, dans ma tête, j'avais comme une croyance qui disait, alors, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut passer de 0 entrepreneur à 100% je suis entrepreneur, tu vois. Il n'y avait pas de juste milieu. Et je pense que peut-être, selon les situations, ça pourrait faire du sens de se lancer déjà un side business, tu vois. Je pense qu'on a le temps. Et je l'ai fait, en fait, dans ma carrière. J'ai lancé ça, j'en parle pas souvent non plus. J'ai lancé un business de carreaux de ciment. Je sais pas si t'avais vu ça passer ou pas du tout. Non, non. À l'époque, j'étais donc salariée, j'avais mes 2 enfants, il m'en manquait un. Et j'ai fait construire une maison. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un gap sur le marché parce que je cherchais les carreaux de ciment, c'était un peu la mode. C'est ces matériaux, vous savez, c'est du carrelage. C'est pas trop écrit sur le papier, mais bon, voilà. C'est du carrelage 1900, quoi, grosso modo. Donc ça peut être très très beau. Et j'ai vu que dans la région où j'habitais, il y en avait pas. Donc j'ai dit ok, ben lançons un business. Donc j'ai commencé à distribuer des carreaux de ciment en plus de mon job à 100%. Et du coup, je le faisais le midi, je le faisais les week-ends, je le faisais le soir. Et je pense que tout le monde peut trouver du temps dans sa journée au lieu de se poser le soir sur son canapé. Ben tu vois, moi je bossais sur le site internet, etc. Si tu as vraiment cette fibre entrepreneuriale et que tu veux pas non plus te jeter du haut de la falaise tout de suite sans parachute, etc., ben crée-le ton parachute pendant que tu es déjà dans ta posture de salarié. On peut toujours se libérer du temps, on peut toujours réduire notre temps de travail jusqu'au moment où tu sens que là, tu as compris un truc, que ça commence à prendre et que du coup, tu peux te lancer un peu en douceur. Donc ça, c'est la version en douceur. Autrement, moi, j'ai fait la version pas en douceur, c'est-à-dire je suis partie. Allez, salut. Et voilà, ciao. Et du jour au lendemain, tu découvres un monde que tu connais pas trop, une façon de travailler dont t'as pas du tout l'habitude, des codes, t'avais même pas idée qu'ils existaient, et ce sentiment à l'intérieur de toi de est-ce que j'aurai de la sécurité en fait, où est-ce que je me lance, elle est où la sécurité? Avant, la sécurité elle était avec mon salaire, maintenant elle a disparu, qu'est-ce que j'en fais, comment je le vis, quoi. Donc le saut dans le vide, il peut correspondre à certaines personnes. Maintenant, c'est vrai que on a souvent très peur quand on se lance. Il y a nos proches en plus qui en rajoutent une couche parce qu'ils ont peur pour nous aussi. Donc on peut en fait adopter plusieurs stratégies. Il n'y en a pas qu'une seule qui est vas-y, je pose ma denne mais je claque tout du jour au lendemain. Et toi, ça a été quoi le moment où tu t'es dit ah cool, en fait ce business, je vais vraiment pouvoir en vivre, ça commence à bien prendre? C'était pas nécessairement au début parce qu'au début je vendais à perte en réalité. Mes premiers ateliers Ikigai, il y avait 12 heures de coaching ou d'accompagnement, des snacks, des cahiers, tu faisais ton vision board, dans une salle, parce qu'on était en présentiel. Ça coûtait 90 francs, 90 francs, presque 90 €. Donc vraiment pas grand chose. Et un jour, je me rappelle, j'étais avec ma mentor et puis on discutait. Et puis tu sais, il y a vraiment ce truc des 10 cas par mois qui tourne sur notre marché. Alors, il faut faire tes 10 cas par mois. Et moi, je regardais vite fait mes chiffres. Et un mois, elle me challenge, ma mentor, elle me dit, mais alors, t'as regardé et tout. Et là, je fais mes calculs et je suis à 11 000. Donc, j'avais dépassé ça. Et en fait, pour moi, c'était dépasser plus ou moins mon salaire. Voilà, le montant que je gagnais en tant que salarié. Et ça a été le point de bascule où je me suis dit, OK, donc tu arrives à recréer ton salaire toi-même, en fait. Intéressant, ouais. Plus ou moins, on est d'accord qu'après on a les charges et tout ça, mais dans ma tête, c'était ça. C'est ça. En plus, quand on est suisse, ce qui est compliqué, c'est qu'on a quand même des salaires assez hauts, tu vois, mais en tant que juriste, tout ça, pour remplacer le salaire suisse, franchement, on n'a pas la même, tu vois, le même calcul.
Et après, c'est ça qui est intéressant, c'est pas parce que ton business il génère 10K que toi tu te mets 10K dans la poche. J'imagine que tu as investi dans ton business avec des prestataires peut-être ou des outils ou des trucs comme ça. T'as pas tout pris en salaire, t'as réinvesti dedans. Ouais, j'ai énormément investi et d'ailleurs, je peux partager peut-être, je pense que ça peut aider aussi beaucoup d'entrepreneurs. J'ai investi à un moment donné, j'ai aussi pas assez regardé, je pense, mes chiffres. Je me souviens d'un mois particulier où j'avais gagné 25 000 euros et en faisant mes comptes, j'ai dépensé 25 000 euros. Donc, j'étais à zéro. Donc, on veut pas se retrouver dans ces situations-là aussi. Donc, c'est hyper important d'investir. Seulement, faut être aussi hyper au clair avec ses chiffres et se rendre compte que, voilà, on a envie de dédier peut-être un tel pourcent de notre chiffre d'affaires à réinvestir, déjà sur nos compétences, dans des formations, dans des mentorats, dans des outils, etc. Seulement, peut-être parce que c'est des montants élevés et qu'on est bourré de croyances vis-à-vis de l'argent, juste voilà, faire un petit peu gaffe quand même, Ouais. à pas tout redépenser, parce que pour le coup c'est hyper dommage quand tu regardes, t'as quand même des charges qui tournent à côté quoi. En Toi, plus t'as du bossé stress. comme une ouf, t'as fait 25 000 euros et puis finalement, tu te retrouves avec rien. Mais ça, Ouais. c'est la plupart des gens que j'accompagne, c'est ça. Ils font des gros CA, mais en fait, quand tu creuses, il y a aucun bénéfice. Et l'objectif du scale, c'est vraiment d'augmenter ce bénéfice, donc augmenter ce chiffre d'affaires, mais pas que, on s'en fiche finalement du chiffre d'affaires. C'est vrai qu'il y a des gens qui font même 100 000 par mois, mais en fait, ils ont aucun bénéfice. Donc, c'est augmenter ce bénéfice, diminuer clairement, du coup, les charges, investir en soi de façon intelligente. Comme tu dis, mettre un pourcentage, c'est smart de faire ça comme ça. Yes. Et je me pose toujours aujourd'hui, alors j'ai beaucoup appris de tous ces investissements, j'ai investi, je pense, plus que 100 000 euros quand même dans mon business et un mois. Ouais, je fasse mes calculs aussi, mais j'aurais pu m'acheter un petit appart, je pense, avec tout ce que j'ai investi. Et maintenant, je me pose vraiment la question, est-ce qu'il va y avoir un retour sur investissement de ça? Parce que très souvent, quand on se lance, on a un peu le shiny object syndrome, tu vois, le syndrome de l'objet brillant où, ah ouais, ça a l'air pas mal, etc. Moi, j'ai même acheté des certifications. Jamais je me sers de l'outil, tu vois, sur lequel je suis certifiée, mais jamais j'ai dû m'en servir sur 2 coachings, puis je me suis dit: «Ben non, c'est pas du tout moi». Et tu balances des milliers d'euros là-dedans et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment OK, est-ce que ça va me rapporter quelque part? Est-ce que c'est pas déjà une compétence finalement que j'ai déjà et Ouais. sur laquelle je suis en train d'avoir un petit syndrome de l'imposteur alors que tu sais Ça. très bien faire toute seule? Tu vois, il y a tout un tas de questions en fait qui viennent et quand j'investis maintenant, c'est beaucoup plus clair. Et beaucoup plus précis en fait par rapport à mes attentes et à ce que je veux en retirer. Ouais, le 100% de personnes qui m'ont dit j'ai passé une certification, c'était juste parce qu'elles avaient le syndrome de l'imposteur. Après, elles m'ont dit en fait, sur le moment, je suis contente parce que maintenant je l'ai plus ou différemment ce syndrome, mais en fait, c'est pas vraiment. Faut réfléchir si le truc, parce que des fois il y a quand même des certifications qui sont 10K voire même plus. Il faut se poser la question, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que, comme tu dis, ROI et le retour sur investissement, est-ce qu'il est vraiment intéressant? Parce que sinon, c'est une dépense et pas un investissement, justement. Donc, c'est bien que tu le soulèves, c'est important, ouais, complètement. Et toi, tu as justement relevé ce challenge impossible, j'adore, passer de cadre chez Nestlé, où, comme tu le disais, tu avais un très bon poste, tu gagnais très bien ta vie, tu avais des super collègues, donc pas facile à quitter, pour devenir entrepreneuse à succès. On va en parler dans quelques instants. Ça a été quoi l'étape la plus difficile de cette transition, vraiment, pour en arriver là? Je pense que l'étape la plus difficile, c'était l'étape du début. Parce que moi, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. Je voulais juste être entrepreneur, en fait. J'avais pas d'idée, de projet exact. Je pense que j'aurais pu vendre du bois, ça aurait été pareil. Tu vois, j'ai quand même vendu des carreaux de ciment, donc c'était vraiment ça qui m'appelait en fait d'entreprendre. Et puis le côté marketing déjà me titillait beaucoup à ce moment-là. Et donc je suis arrivée à un moment où j'avais plein d'idées de business. Chaque truc que je voyais dans la rue, je me disais ah mais ça c'est génial, je pourrais le lancer, etc. Et ça a été un moment où je partageais ces idées avec mon mari. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des proches qui ont encore plus peur que nous. Donc, chaque fois que je partageais une idée qui me paraissait bonne, j'avais droit à plein de contre-arguments. Et t'as pensé à ça? Oui, mais ça, nanana. Et en fait, ça m'a bouffé une énergie de ouf. Jusqu'à ce que je comprenne, en fait, que j'étais dans cette espèce de phénomène où, déjà, toi, t'es pas très stable sur tes fondations, parce que t'es en train de te lancer. T'essayes de trouver des idées, donc t'es en train d'engranger aussi pas mal d'énergie. Tu oses en parler à quelqu'un, donc ça te demande encore quelque chose de plus. Et là, systématiquement, je me prenais un peu un mur parce que il venait toujours avec le point négatif.
avant de me dire ah ben si c'est une bonne idée, tu vois. Et moi ça me tu sais, à l'intérieur, au fur et à pas mesure, ma freiner, en confiance fait. en moi elle diminuait. Mmh. Et ça a été une période assez difficile. Voilà, j'ai discuté avec mon mari, on a discuté franchement par rapport à ça, et je lui ai exprimé ma frustration en fait, le fait que ça me coupait un peu les ailes. Et je lui ai dit, ben tout simplement, écoute, je vais me lancer et je ne te dirai pas sur quoi. Tu l'apprendras d'une façon ou d'une autre. C'est pas moi qui t'en parlerai. Avec un Et petit donc, sur les réseaux. ouais, c'est ça. Tu regarderas Instagram, peut-être que j'en parlerai là-bas. Si je t'ai pas bloqué. Non, c'est pas vrai. Et donc, j'ai décidé de couper cette communication parce que je sentais que ça me prenait trop d'énergie. C'était une période pas facile, et en même temps, je pense que j'ai appris aussi énormément à me faire confiance. Et finalement, à m'écouter moi avant d'aller prendre conseil à droite, à gauche, parce que très souvent, ça nous rassure de prendre conseil. Seulement, très souvent, on n'entend pas vraiment ce qu'on a envie d'entendre. Mmh. Et donc, on est tout perturbé. Et voilà, cette période d'indécision, c'est une période qui est toujours un peu compliquée. Donc ça a été le moment un peu dur. Maintenant, je sais que quand je veux prendre une certaine décision ou direction, je m'écoute moi d'abord. Et puis après, de toute façon, tu le sais très bien, finalement, parce que quand les gens te disent quelque chose, c'est un oui ou c'est un non par rapport à ce que tu proposes. Si tu demandes un avis, tu le sens à l'intérieur de toi que t'es pas d'accord si c'est un non et que toi, tu veux le oui, en fait, en vrai. Donc c'est aussi d'aller écouter ça, même si tu vas demander des conseils autour de toi, la réponse, tu l'as finalement. Ouais. Puis ça te rend plus forte parce que du coup, le conseil de nos proches est tellement important, la vie. Moi, je me souviens quand j'ai dit à mes proches aussi que je quittais le droit pour partir à Bali, coach, ils étaient là, quoi? Mais ils ont cru que j'avais pété un plomb. Ils m'ont dit, mais Amandine, assieds-toi, qu'est-ce qui se passe? T'as besoin d'aide? Et en fait, j'ai compris qu'en fait, ils étaient juste inquiets pour moi, en fait. Ils se disaient, mais t'as pas fait tout ça pour rien. Ils disaient, elle est tombée sur la tête, la fille. Et des années après, ils m'ont tous dit, ça a été la meilleure décision de ta vie, t'as bien fait. Mais oui, mais parce que quand t'as réussi, c'est plus facile, tu vois, les autres, ils voient. Eh oui, ils disent, c'est bon. Ben oui. Eh ben, oui, les gens, quand ils ont la preuve, c'est toujours plus facile de croire quand t'as la preuve. Quand elle est pas là, la preuve. Enfin, moi, je disais à mon mari, mais j'ai pas de boule de cristal. J'ai aucune garantie que ça va fonctionner. Et puis, je peux pas te garantir que ça va fonctionner. Je peux juste te dire que moi, je vais faire tout ce que je peux, pour y arriver, tu vois. Mais c'est clair que ouais, ils attendent la preuve, et puis nous aussi on a tendance à attendre cette preuve, et du coup on peut aussi vachement s'auto-limiter quand on attend la preuve, plutôt de se dire ben finalement c'est possible, j'observe ailleurs, il y a des gens qui l'ont fait, donc pourquoi pas moi, tu vois. Ouais, complètement. Moi, j'ai vu des personnes qui m'ont dit non, je peux pas rejoindre, ou finalement je me lance pas parce que mon copain est contre. Et c'est pas ma place de leur dire ça, tu vois. Mais dans ma tête, je me disais, mais et si demain vous vous séparez, par exemple, tu vois, tu vas faire ta vie en rapport à quelqu'un qui sera peut-être plus dans ta vie, mais ça fait aucun sens pour moi, en fait. On est indépendante, on fait ça pour soi. Est-ce que toi, tu as envie de le faire? Oui, tu le fais. Et je trouve que ça t'a vraiment donné cette force de caractère de te dire, ah ben, lui, c'est dur d'aller contre un proche, surtout qui est aussi proche et qu'on aime autant. Et tu te dis, ouais, mais je comprends, mais moi, j'ai quand même envie de le faire. Ouais, c'est exactement Regarde, ça. tu vois, t'as bien fait. Absolument. Il est très fier de moi aujourd'hui, il me le dit souvent, hein, et c'est mon plus grand soutien, il est hyper cool avec tout ça, hein. Il a fallu les preuves. Il a fallu qu'il voit par lui-même que bah grosso modo je me sortais les doigts et puis j'arrivais à faire quelque chose de bien, quoi, qui tenait la route. Ouais, carrément. D'ailleurs, tu as explosé vraiment en termes de chiffre d'affaires sur Instagram aussi. J'adore ce que tu fais. Ça a été quoi ta stratégie, on va dire, sur Instagram, par exemple, pour réussir à créer vraiment cette communauté de badass qui te suivent et qui ont envie d'être exactement comme toi tu le proposes, tu vois, avec cette attraction, s'accepter, oser, parce que sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on marche tous un peu sur des œufs, on n'ose pas trop donner notre avis, mais toi, t'es l'inverse de ça. Comment t'as fait pour exploser justement ton Instagram? Mais quand j'ai lancé mon Instagram, et vous pouvez encore scroller dessus, hein, parce que tout est là, j'étais sur un mode, ok, je poste pour poster. Je pensais, je poste, donc les gens vont, tu sais, mais accourir sur mon profil, vont liker en masse, etc. J'avais plein de fausses idées par rapport à ça. Je disais on pour me cacher derrière le fait que j'étais toute seule. Je voulais pas avouer que j'étais toute seule. J'avais un logo. C'était hyper impersonnel. Je postais des citations au tout début de mon compte, comme j'en poste aujourd'hui, tu vois. Mais aujourd'hui, elles fonctionnent. Avant, elles fonctionnaient pas du tout, parce que c'était totalement impersonnel.
Et puis, j'ai commencé à amener des petites touches. Donc déjà, première photo que je publie de moi, je vois que d'un seul coup, il y a beaucoup plus d'interactions. Tu remarques des petites choses en fait comme ça. Tu partages un moment où un peu plus vulnérable, et là tu te rends compte que les gens ils viennent te dire waouh, c'est génial, merci d'avoir partagé, ça me change totalement la vision que j'avais de toi. Et au fur et à mesure, en fait, en ayant de plus en plus été vers ce côté personnel, tout en mettant un cadre, c'est-à-dire que, ben non, je n'étale pas toute ma vie sur les réseaux sociaux, je partage ce que je pense peut aider ma communauté. Tu sais, je le fais pas pour moi, en fait, c'est pas un journal intime. Je le fais avec un mindset de dire, je veux inspirer aussi d'autres femmes à se lancer, à prendre des risques, à oser. Si je le fais pas moi, je suis pas dans la congruence en fait. Tu sais, il y a aucun intérêt de dire des choses que toi-même tu n'exécutes pas ou que tu fais pas dans ta vie. Tu sais, je pense que l'alignement il vient de ça aussi. Et donc j'ai pris de plus en plus de risques. Je fais un shooting photo, maillot de bain. À un moment donné, ça a fait couler de l'encre. Ça a fait parler plein de gens. Évidemment. Parce que le message c'était ben t'es pas que maman de 3 enfants, t'es pas que la fille un peu sage, tu vois, parce que moi j'ai aussi un petit peu le next girl, le next door girl syndrome, tu vois, j'ai l'air d'une bonne copine et tout. Ben non, tu peux être sensuelle, tu peux être sexy, tu peux être une femme sans être parfaite, etc. C'était ça le message que je voulais envoyer, donc je l'ai fait. Et au fur et à mesure de ces challenges en fait que j'ai relevés, parler d'argent, parler de sujets un petit peu qui peuvent fâcher de temps en temps, utiliser du langage un peu direct, un peu voilà, peut-être un peu cru des fois sur certaines choses. En même temps, on va pas voilà, autant appeler un chat et partager vraiment ce qu'on pense et ce qu'on a envie de dire comme on le dirait dans la vraie vie. Et donc tout ça, ça a pris du temps parce qu'il a fallu aussi que j'apprivoise le regard des autres autour de moi, le regard de mon cercle, sachant que mon cercle très proche, mes parents, ma sœur, mes enfants et mon mari, c'est mes fans numéro 1 et c'est des grands soutiens. C'est le cercle suivant, tu vois. Il y a certaines de mes amies qui m'ont dit qu'elles s'étaient désabonnées parce que ça les intéressait pas ce que je faisais, qu'elles comprenaient pas ce que je faisais, qu'elles voyaient pas le rapport entre voilà, poser en maillot de bain et vendre des offres. Pourquoi tu parles d'argent? Est-ce que tu as changé? Enfin, tu vois, il y a eu tout ça, des petits obstacles en fait que tu reçois au fur et à mesure. Alors tu diminues un peu ta lumière, tu décides de moins parler, puis au bout d'un moment, au bout de quelques mois, moi je pétais un câble et je disais mais pourquoi je me retiens en fait? Donc j'y retournais, je reprenais quelques bâtons sur la tête, puis j'y retournais encore. Puis en fait au fur et à mesure, tu prends cette confiance que c'est ok en fait s'il y a des gens qui t'aiment pas. Ou qui n'apprécient pas ce que tu es en train de dire ou partager ou voilà, ou ce que tu leur renvoies en fait. Et que très souvent ces personnes-là, ben elles ont des limites en eux en fait. C'est pas vraiment un rapport avec toi, c'est surtout un rapport avec eux, ce qu'ils osent pas faire ou ce qu'ils jugent. Donc c'est leur système de valeurs, etc. Et si tu corresponds pas à ces personnes-là, c'est ok. Donc c'est vraiment pour moi, je pense un game changer à un moment donné de se dire c'est ok s'il y a pas tout le monde qui m'aime. Et à ce moment-là, c'est hyper libérateur parce que tu peux enfin oser être toi et t'exprimer comme tu es. Ouais, ça, c'est le truc le plus dur à faire, je trouve, sur les réseaux, mais c'est tellement le truc après qui te libère, ce côté toi. D'ailleurs, j'ai vu dans ta communication, ça a changé. Maintenant, ouais, j'aime bien ce côté cru, badass, on dit ce qu'on pense, et je m'en fous, en fait, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. Ça fait quelque chose de, en fait, quand on te voit, tu sens la liberté. Et c'est pour ça que t'attires autant de personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être libres, mais qu'osent pas forcément l'être, tu vois. Ouais. Oui, je sais, je l'observe beaucoup avec mes clientes, cette notion d'aller jusqu'au bout des choses, d'oser. C'est toujours en train d'arrondir les angles. On va refaire les phrases. Il faut que ce soit parfait. Et en fait, moi, j'ai vraiment ce syndrome aussi, hein, syndrome de la perfection. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont là. Et c'est de s'en détacher. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Et c'est même mieux si c'est un peu messy parce que aujourd'hui, c'est aussi ça qui fait la différence sur les réseaux. Des posts parfaits, des gens soi-disant parfaits, on en scrolle toute la journée en réalité. Oui, et puis soi-disant. Ouais, c'est ça. Soi-disant parfait. Ouais, parce que c'est une galère d'être entrepreneur. Clairement, il y a les hauts, il y a les bas. On en a marre de ceux qui arrondissent les angles justement un petit peu trop, quoi. À un point que ça en devient ridicule, ouais. C'est intéressant ce que tu as soulevé, le côté les proches. Je trouve que les proches, les amis, je trouve que c'est les pires quand tu as un business. Parce que, genre, moi, j'ai des personnes qui adorent mon travail 1000 fois plus que ma meilleure amie, par exemple. Tu vois? Et je suis là, mais
c'est intéressant parce que ça fait 15 ans qu'on se connaît, on est meilleurs amis, on a tout vécu ensemble, j'étais demoiselle d'honneur à ton mariage, enfin, j'étais là pour tous tes enfants, etc. Et à un moment donné, quand tu vois d'autres personnes qui finalement te connaissent vite fait et qui adorent ce que tu fais, et que tes proches, ils sont là, ouais, sympa, ou au contraire, tu vois, comme tu l'as dit, qui se désabonnent et qui disent, ah, mais tu parles d'argent, est-ce que tu as changé et tout. Je trouve ça, c'est quelque chose de triste en tant qu'entrepreneur, mais c'est quelque chose, ça arrive à tout le monde et ça arrive tout le temps, en fait. Vraiment. Ouais, absolument. Ça, en fait, je pense que ça met en emphase quelque chose qu'on n'a peut-être jamais vécu jusque-là dans notre vie. Et il y a certaines situations qui sont plus évidentes que d'autres. Tu vois, par exemple, quand tu deviens maman et que tes copines sont pas encore maman, très souvent, ça les gonfle au possible. Quand toi, t'es en train d'évoquer les sujets de maman, la purée, le machin, le coucher, le sommeil, le lait, elles sont pas forcément intéressées, tu vois. Parce qu'elles ont pas vécu le truc elles-mêmes. Donc, bon, ça, je trouve que c'est un exemple un peu évident. Puis il y a peut-être des chances que tes copines, elles deviennent maman. Puis d'un seul coup, ah bah, ça raccroche les wagons, ça s'intéresse à ce que tu fais, c'est quoi ton secret pour qui dort, etc. Tu vois, d'un seul coup, il y a tout le monde qui arrive. Mais je pense que le côté entrepreneuriat, finalement, il y a pas tant de monde que ça qui va se lancer un jour. Donc, qui va comprendre ce que toi, tu traverses au quotidien. Donc, c'est vraiment cette question du potentiel. Tu sais jamais ce que tu vas pouvoir devenir quand tu ne l'es pas. Donc, je pense que ça met en lumière aussi peut-être la curiosité que certaines personnes peuvent avoir vis-à-vis de toi, l'écoute, l'empathie et l'intérêt, mais vraiment désintéressé, quoi. Qu'est-ce que tu fais avant, Amandine? À quoi ça ressemble tes journées? Ah non, c'est pas vrai, c'est ça ton plus gros challenge, mais j'imaginais même pas, etc. Et moi, je pense que ce qui me fait encore le plus mal par rapport à certaines personnes qui étaient dans mon cercle, qui le sont toujours, hein, ça veut pas dire que tu es obligé d'exclure ces personnes-là non plus, c'est parfois cette indifférence totale à ce que tu fais. C'est ça. Quand toi, t'es quelqu'un qui est dans cette empathie, dans cette écoute, et qui s'intéresse à son job, et qui pose des questions. C'est ça. Alors qu'il pourrait en avoir rien à cirer aussi, quoi. C'est ça. Et en face, tu reçois pas forcément de questions. C'est genre, bon, ben, tout le monde s'en fout, en fait. Ça, c'est compliqué, je trouve, aussi à vivre. Complètement. Parce que, tu vois, moi, une amie qui a une promotion ou un truc, même dans le salariat où moi, c'est plus ma vibe du tout, bah, je vais être trop contente pour elle, tu vois. Est-ce que c'est ce que tu avais envie de faire? T'as l'air heureuse, trop bien, trop cool, viens, on va célébrer. Enfin, tu sais, je serais fière d'elle, de son accomplissement. Mais je pense que, ouais, on se rejoint là-dessus, on est très empathiques toutes les deux. Curieuse aussi, je pense que c'est le mot aussi, juste de s'intéresser à l'autre et d'être heureux, en fait, pour l'autre. Ben, c'est ça. Ça, pour moi, c'est le vrai amour, c'est la vraie amitié. Enfin, voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. On se rejoint là-dessus. Trop bien. Et pour Insta, justement, donc toi, aujourd'hui, j'ai vu que tu avais changé de stratégie. Donc, ça fait quelques temps quand même que tu as bifurqué sur une stratégie justement un peu plus, j'ai envie de dire, crue, mais aussi personal branding à fond en mode on s'assume, j'adore. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui en 2025, tu dirais? Ce qui marche bien aujourd'hui en 2025, et je le dis tout le temps à mes clientes, c'est d'entrer un peu dans le quotidien de la vie des gens. Et on voit passer tout un tas de mèmes ou de point of view qui sont hyper concrets sur une situation très précise dans laquelle tout le monde peut se projeter. Comme, ah bah oui, c'est clair, mon mari il est exactement comme ça. Ou punaise, les enfants, c'est clair que des fois j'ai envie de les jeter contre le mur. Tu vois, des trucs hyper du quotidien finalement, et sur lesquels une grande partie des gens vont réussir à accrocher. On est aussi, je pense, hein, je te donne là toute ma vision de ce qui est en train d'évoluer. Je pense qu'on est aussi toujours sur cette recherche d'authenticité, cette recherche de différenciation, avec des formats qui peuvent, et j'espère que ça va aller dans ce sens-là sur Instagram, qui peuvent aussi aller un peu plus dans tous les sens, comme sur TikTok, où finalement il y a des gens qui sont hyper créatifs. Et je pense que la créativité peut faire vraiment la différence aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je pense qu'Instagram, on est encore un petit peu trop sage, tu vois, un peu trop cadré. Et moi, j'ai peur que ça perde Instagram, parce que quand tu es en train de scroller sur Instagram, tu te retrouves toujours un peu avec les mêmes types de contenus. Donc, j'espère qu'on va avoir peut-être un petit vent de fraîcheur qui va venir de cette créativité de TikTok sur Insta. Les storytelling, c'est comme le truc qui aujourd'hui de plus en plus fait la diff. Comment t'accroches l'attention avec ce storytelling, comment tu nous retiens jusqu'au bout, que ce soit un personnel ou même un storytelling sur ça peut même être sur une offre ou sur un produit, hein, tant que tu arrives à trouver la bonne façon de le partager.
Et pour moi aussi, la différenciation avec tout ce qui est AI. Toi, ça te parle, ce sujet, j'imagine. Parce que de plus en plus de gens savent maîtriser ChatGPT aujourd'hui. Donc, on est tous et toutes un peu sur ChatGPT. Et le grand danger qu'on a par rapport à ça, c'est d'avoir des contenus un petit peu... on retourne sur du lisse, sur du un peu normé, un peu standardisé, un peu fadasse, etc. Donc, c'est de savoir bien maîtriser ces outils, puis toujours avoir cette touche de relecture et de rajouter, en fait. ChatGPT t'a fait peut-être 80%, 80% du job. Toi, c'est quand même à toi, en tant que créateur de contenu, de revenir dessus puis de rajouter ta patte. Parce que c'est toujours ta patte qui va faire la diff, finalement. Ouais. Complètement. Mais même la délégation, moi, je la vois comme ça. C'est vraiment 10%, c'est ta vision, ta stratégie. 80%, on délègue. Par exemple, justement, un contenu, un montage, je sais pas, la caption, les trucs comme ça. Qu'importe, si c'est délégation ou automatisation. Et ensuite, le 10 derniers pourcents, pour moi, c'est toi qui dois revenir remettre ta patte dedans, exactement comme tu le dis, parce que sinon, même si c'est une CM ou une copywriter ou qu'importe, c'est tellement rare de trouver quelqu'un qui arrive à prendre ton ADN et à vraiment utiliser ta voix. Et ChatGPT, c'est pareil. Moi, j'utilise toute la journée depuis des années. C'est vraiment mon meilleur pote. Il sait tout de moi. Il me connaît même mieux que ma meilleure copine et ma mère, je pense. Faudrait que je fasse un test. Mais la dernière fois, il m'a sorti des dingueries. Vraiment, j'étais là, oui, ok, on se connaît très bien. Je savais pas que je savais partager tout ça sur moi. Il m'a dit des trucs, j'étais choquée. Et donc, le truc, c'est que tu es obligé de rajouter de nouveau 10% pour rajouter des trucs qui te ressemblent, ton histoire. Ah là, j'aime pas trop la tournure de la phrase. Moi, je parlerai plus comme ça. Parce qu'il faut pas oublier que ChatGPT, son but, il a été entraîné, enfin, toutes les IA, elles ont été entraînées pour rester dans un cadre. Et si tu veux sortir du cadre pour être polarisant, comme toi, justement, sur les réseaux sociaux, tu peux pas utiliser ChatGPT à 100%. Tu es obligé de lui dire ta vision, ta stratégie et ensuite réinjecter quelque chose dedans, ta patte, ton ADN, complètement. Ah oui, complètement. Et toi, ce que j'aime chez toi, c'est qu'on est dans la même vibe là-dessus, c'est qu'on est vraiment dans du marketing moderne. C'est-à-dire que le vieux marketing poussiéreux où fallait forcer les gens à acheter, c'est pas du tout notre truc. Et toi, vraiment, tu es très bonne pour aider tes clientes et aussi pour toi à vendre sans forcer, juste avec du contenu, juste pour attirer. C'est quoi ton framework, donc ta méthode en, je sais pas, par exemple 4 ou 5 étapes pour arriver à faire ça? C'est-à-dire que quelqu'un qui te connaît pas, paf, tu vas l'attirer et ensuite la personne elle aura envie d'acheter chez toi. Donc tu dis le framework comment ça se passe ou le framework comment je forme mes clientes? Les deux, dis-nous tout. Bon, le framework comment ça se passe? Il est relativement simple, puis il est connu, ce framework, c'est le Know, Like, Trust. Donc ça, c'est la base de la base. Moi, je l'ai renommé un petit peu. Donc je l'ai nommé le tunnel AIM, attirer, inspirer et monétiser. Et en fait, on va aller d'abord toucher un grand nombre de personnes qui va apprendre à nous connaître. Puis ça va faire comme un effet entonnoir, en fait. Les gens vont s'abonner, vont peut-être pas s'abonner, etc. Il y a des gens qui vont rester. Ceux qui restent, ils vont commencer à apprécier ce que tu partages, parce que dans ton contenu, tu vas être polarisant peut-être certaines fois, puis ça va faire partir certaines personnes, puis d'autres vont rester, vont dire « Oh, mais c'est exactement là où je voudrais être aujourd'hui ». Donc, on a le like, donc on va inspirer quelque part notre audience à rester ou à partir. Et puis, on a la partie monétisée avec le trust, donc c'est la confiance, où là, on va être aussi beaucoup plus focus sur nos offres, notre méthode, et on va permettre aux gens de mieux comprendre ce que nous, on va apporter, peut-être d'éléments différenciateurs par rapport aux résultats qu'ils voudraient atteindre. Donc, on a cet effet entonnoir qu'on va aller utiliser dans notre création de contenu selon certaines stratégies. Des fois, on va vouloir être plus visible, donc on va plus être sur l'attraction. Et puis, il y a certaines fois où, quand on est en lancement, par exemple, on a un nouveau produit ou un nouveau freebie, on va plus être dans le côté monétisé et on va être beaucoup plus précis sur notre niche et à qui on s'adresse. Donc ça, c'est le framework global. Et puis après, à l'intérieur de ce framework, bien sûr, il y a certains types de contenus qu'on va aller positionner et qui vont aller faire la différence. Donc ça tombe bien parce que le framework de contenu, il a le même nom que moi. Merci ChatGPT de m'avoir aidé à renommer et trouver l'acronyme qui correspondait. Bon pour ça. Donc on l'a appelé le framework RISE. Et avec ce type de contenu-là, on est vraiment plutôt sur de la pas mal de conversion, mais tu touches quand même pas mal tout le tunnel, on va dire. Résultat,
impact, storytelling et exécution. Et en fait, tu vas aller caser tes petits selon ta stratégie du mois. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire, quels sont tes objectifs. Tu vas aller te servir de certains types de contenus qui ont un impact particulier sur ton audience. Donc moi, ma vision et celle que je partage vraiment avec mes clientes, c'est on ne poste pas pour poster parce que on nous a dit fallait poster tous les jours. On poste toujours avec une intention et un objectif très précis. Et quand on a cette intention et cet objectif, pour le coup, c'est beaucoup plus facile de savoir si on a visé juste ou si on est un petit peu dans les choux. Donc, si je vise de la visibilité et puis que je suis dans les choux, alors on peut commencer à analyser et comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et si je vise de la conversion puis ça marche pas, pareil. On va aller commencer à regarder, ok, donc là, il manquait de cet élément, ton poste, il est pas assez ci, il est pas assez ça. Et ça aide beaucoup aussi à commencer à être un peu plus dans la prédictabilité de tes résultats vis-à-vis de ton contenu. Ok, et ça, dans ta méthode, donc les objectifs, il y a visibilité, conversion. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi ou c'est vraiment les deux? Pour moi, c'est les deux principaux objectifs que nous, entrepreneurs, en tout cas, comme je te dis, c'est ma vision. Hein, Ouais. on devrait viser, vendre, ça c'est sûr. Donc convertir les gens qui sont déjà là et attirer de nouvelles personnes. Parce qu'autrement, si t'as l'un ou l'autre, y a un souci. Si t'as vendu à toute ta commu et qu'elle grandit pas, à un moment donné, tu vas être capé. Et puis si t'attires et que t'arrives jamais à convertir, t'es influenceur quoi, ou même pas, tu vois, même peut-être qu'on te proposera même pas des collabs, tu vois. Ouais. Et tu vas rien monétiser du tout. Donc c'est important d'avoir cet équilibre entre les deux et toujours un petit peu travailler sur les deux, hein, selon moi. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, par exemple, eux, dans leurs objectifs, il y a, là, c'est confiance, par exemple, générer de la confiance. Donc, tu vois, il peut y avoir aussi d'autres étiquettes, mais toi, j'ai l'impression qu'il y a les deux objectifs et après, dedans, dans ces objectifs, c'est là où tu mets storytelling, confiance, etc., etc. Exact. Ouais, c'est là où ça se construit. Ok, trop bien. Et toi, donc, au début, justement, t'es passé de 0 à un business rentable rapidement. T'as généré même 400 000 euros une année, donc trop cool, trop contente pour toi. Ça a été quoi les décisions stratégiques qui t'ont fait arriver là? Bien sûr, de déléguer. Je pense qu'à un moment donné, c'est compliqué d'arriver à faire les choses toute seule, surtout les choses où c'est pas notre zone de génie et notre zone de plaisir, tu vois. Donc moi, assez rapidement, j'ai délégué. Après, il a fallu beaucoup ajuster sur qu'est-ce que je délègue finalement, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est très difficile. Enfin, pour moi, c'est très difficile de déléguer, par exemple, ma créa de contenu. J'ai essayé pourtant plusieurs fois. Ça fonctionnait pas. C'était pas moi, c'était fade. Et je sais que le contenu, il est central en fait pour pouvoir faire en sorte que mon marketing fonctionne. Donc si je délègue le truc qui est pilier et que ça marche pas, on est dans la M. Donc j'ai dû ajuster ce que je voulais déléguer et ça a permis aussi de trouver finalement les bonnes personnes pour me soulager sur certains aspects de mon business. Et pouvoir faire confiance aux gens que ça on s'en occupe. Donc moi je peux me focaliser sur autre chose là où moi j'ai ma zone de génie et que chacun fasse ses tâches. Donc ça m'a beaucoup aidé dans cette croissance. Je pense qu'aussi ce qui m'a aidé dans cette croissance, ça a été d'anticiper, toujours un peu de me poser la question, ok, ça j'arrive à le gérer parce que là il y a 5 personnes, tu vois, qui me font la demande, ou 5 personnes qui me font MP, ou qui me font un email pour mentionner qu'ils n'ont pas eu leurs accès, etc. Qu'est-ce qui se passe si d'un seul coup il y en a 100? C'est la Comment question. on gère ça différemment? Escalable. Ouais, Ah exactement. ouais. Est-ce que je peux scaler d'une façon ou d'une autre certaines choses? Et ça aussi, ça te permet d'anticiper finalement la suite. Si tu as une ambition d'avoir 100 personnes, tu peux déjà mettre en place certaines étapes qui vont te permettre d'accueillir 100 personnes dans ton monde sans avoir à tirer les cheveux puis te retrouver en burn-out, tu vois. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'après tu gères tellement de tâches que c'est fatigant et c'est épuisant, puis après tu n'as plus envie de vendre. Hein, ça peut vraiment se passer comme ça. Donc, anticiper, se poser toujours la question de s'il y avait 100 personnes qui faisaient cette action par rapport à mon business, est-ce que j'arriverais à gérer? Ça a fait la diff aussi. Donc, j'ai beaucoup automatisé, simplifié certaines choses, standardisé, modifié même peut-être l'aspect de certaines offres pour qu'elles puissent être accessibles à un plus grand nombre sans me demander à moi plus de travail, typiquement. Et une autre chose qui a fait aussi la différence pour atteindre ce chiffre d'affaires-là, ça a été d'augmenter tout simplement mes prix
c'est-à-dire de me rendre compte de la valeur de ce que je fournissais et au fur et à mesure d'aller ajuster cette valeur là pour que la valeur perçue aussi de ce que je proposais fasse du sens. Et après, bon, bien sûr, la pyramide des offres, et puis faire en sorte que tes offres, tout ça tient la route. Et puis tenir derrière des prix, parce que c'est bien beau de dire ouais, mais j'affiche 5 000 € et puis t'oses à peine le prononcer Ouais. quand on te demande le prix, t'es là 5 000 €, mais alors dedans, tu vas avoir tellement de choses. Tu vas te justifier. Ouais, complètement. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont chez toi depuis longtemps, justement, que tu as recruté depuis un petit moment maintenant. Donc, tu es vraiment quelqu'un qui bosse sur le long terme. C'est smart parce que c'est vrai que quand tu as un turnover, tu passes ton temps à recruter, à les former, à repasser dans les process, les trucs, etc. Comment tu as fait pour trouver des profils bons, excellents, du coup, vu que tu les gardes quand même sur le long terme? Tu les as trouvés où? Comment ça se passe? Parce que c'est tellement dur de recruter aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se survendent ou on ne sait pas où les trouver. Ça fait comment? Ouais, je sais. Alors, il y a une de mes assistantes qui a été conseillée par une amie. Donc déjà, ça peut être aussi intéressant. Enfin, première chose, ça peut être intéressant de demander à votre réseau le plus proche, est-ce que tu as quelqu'un avec qui tu as bossé, que tu pourrais recommander, que tu trouves super, etc. Donc là, il y en a une, ça a fonctionné, bam, elle est restée. Et puis j'avais lancé moi un recrutement officiel dans ma commu. Sachant que je trouve aujourd'hui que c'est hyper important que tu aies quelqu'un qui soit motivé et intéressé à ton univers, en fait. Chacun de nos univers sur les réseaux sociaux est un petit peu particulier. Et tu veux quelqu'un qui soit taquet. Et typiquement, une des questions que je posais, c'est pourquoi tu veux rejoindre la team Betty Rice? Puis ça, je regardais vraiment qu'est-ce qu'elle me répond, cette personne-là. Elle me donne une réponse un peu générique ou genre, j'ai besoin de gagner de l'argent, ok, fine, mais je trouve pas que ce soit vraiment une motivation hyper importante. Et t'en as d'autres qui m'ont répondu, parce que j'adore ce que tu fais, j'adore tes valeurs, moi aussi, je suis une femme ambitieuse, etc. Et là, je me suis dit, ah, ça, c'est super pour la team. Et du coup, ça, c'est pour mon assistante Marlène. Donc, elle avait postulé, répondu aux questions, elle correspondait bien, etc. Et après, je lui ai fait faire une tâche. Qu'est-ce que je lui avais T'as demandé, je testé, crois. quoi. Ouais. J'ai testé, je crois que je lui ai dit, j'ai envie que tu me fasses une newsletter sur la base d'une page de vente. C'est juste pour voir comment elle captait déjà mon marketing. Est-ce qu'elle arrivait à reproduire ce que je lui demandais dans l'esprit? Est-ce qu'elle avait un esprit de synthèse? Est-ce qu'il y a la bonne orthographe? Parce que tu reçois des trucs des fois. Pendant ce recrutement-là, je dis, mais tu peux pas m'envoyer ça, quoi. Ouais. C'est assez ouf. Et donc, voilà, Marlène, elle a tout passé. Ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. Et la dernière, la dernière. Il y en a une autre qui est ma community manager. C'est un peu community manager pour mes clientes. Donc, on travaille ensemble. Tu vois, pas pour moi, parce que je te dis, je faisais tout moi-même. Que j'ai rencontré ici, en Suisse, qui tournait des vidéos et je lui ai demandé si elle tournait des vidéos pour des entrepreneurs. Elle m'a dit oui. Je crois que j'ai été sa première cliente indépendante et depuis, on travaille ensemble. Et une autre, c'était une de mes clientes qui a fait un bêta avec moi. Et dans le bêta, j'ai vu qu'elle était à fond dans le groupe. Elle encourageait les autres filles. Elle était au top. Et je lui dis, dis donc, je sais en plus que tu as fait une formation dans ce sujet-là. Est-ce que ça t'intéresserait peut-être de devenir la Customer Relationship Manager pour les autres? Puis ça lui a dit, et elle a commencé comme ça. Trop bien. Donc, savoir repérer les pépites, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, et puis oser demander, si vous voyez quelqu'un qui vous avez l'impression qu'il bosse super bien et tout, go, faut pas laisser passer les pépites, effectivement. Parce que moi, je vois dans le scale, là où mes clients ont peur, c'est scaler, oui, bien sûr, gagner plus d'argent, mais ils ont peur de perdre en qualité. Ils ont vraiment peur d'un coup, comme tu le disais, déjà de se faire dépasser, de perdre le contrôle, de perdre en qualité. Toi, comment tu as fait pour justement scaler, parce que tu as quand même atteint presque le demi-million, et ensuite tu as délégué. Comment tu as fait pour pas perdre en qualité? Pour moi, il y a plusieurs moments qui sont hyper importants pour la cliente, on va dire. C'est l'onboarding. Est-ce que ton onboarding, il est propre? Puis des fois, il y a des boulettes qui se passent et puis les gens, ils sont là, mais c'est où, c'est quand, etc. Donc ça, on a appris aussi de nos erreurs. Donc avoir un onboarding qui est propre, s'assurer que les gens, ils reçoivent la bonne information tout de suite, ils savent quand ça démarre, en quoi ça consiste, etc. Ensuite, bien sûr, il y a l'expérience d'apprentissage
qui pour moi est hyper importante, ou en tout cas c'est ma façon de voir les choses, où moi on me paye pour être la plus efficace possible pour obtenir un résultat. Et j'ai fait trop de formations, j'ai fait trop d'investissements où les gens, ils s'écoutent parler, en fait, les formateurs. Et les vidéos, elles durent 1 heure, 2 heures. Moi, en réalité, j'ai pas le time. Donc, sois efficace, arrête de me répéter 3 fois les mêmes points d'une façon différente. On va à l'essentiel. Donc, ça aussi, j'ai beaucoup retravaillé, moi, sur ma façon de délivrer les choses, les modules, et que tout de suite, ce soit actionnable. Donc, j'ai beaucoup appris sur ces dernières années que mes clientes, elles aient des wins assez rapidement sur « Ah, j'ai réussi à faire. Ah, j'ai compris. Ah, tu Pour vois. » rester motivé. Hein. Ouais. Essayer de les motiver au fur et à mesure et qu'on fasse les choses dans la vraie vie. Donc, des publications, voilà, une création d'offres qu'on partage avec le groupe, et on commence un peu à parler de notre offre, etc. Donc, avoir une expérience client dans la formation qui soit très active, en fait, et un point de clôture sur l'expérience client où je vais un peu aller les chercher pour qu'elles me partagent leur expérience et surtout ce qui a changé pour elles. Parce que l'être humain, je trouve, a trop tendance à vite passer à la prochaine chose et à très rarement prendre le temps d'ancrer ce qui s'est passé sur une certaine période donnée. Et très souvent, on s'habitue en fait. On s'habitue au résultat. Hein. Moi, j'ai des clientes, elles sont passées à des dizaines, des centaines de milliers de vues de réels, et elles m'en parlent pas. Tu sais, c'est comme devenu la norme pour elles. Et je suis là, mais meuf, tu te rends pas compte, t'es arrivée, t'avais des 2000 vues, quoi. À quel moment on célèbre? Et en fait, on est toujours sur le next truc. Puis on oublie de célébrer, on oublie d'ancrer. Donc moi, j'essaye un peu, comme je disais, de les forcer à me faire ce retour. Au-delà d'avoir de la preuve sociale, c'est surtout pour elles, en fait, qu'elles puissent dire « Ah ouais, mais effectivement, je m'étais fixé que ça comme objectif. Il est atteint, il est même dépassé. C'est génial, je l'ancre. Et tu peux passer à la prochaine chose sans souci après ça, tu vois. » Ouais, complètement, complètement. Je fais pareil avec mes clientes. C'est vrai qu'on a tendance, en fait, la transformation, ça veut dire que tu es une bonne coach. La transformation, elle est tellement profonde qu'en fait, on se rend plus compte. Et on passe à autre chose. T'es là, non, mais attends, stop. Quand t'es venu me voir, comme tu disais, quand t'es venu me voir, c'était une galère sans nom, etc. Attends, on se pose 2 minutes, là. On est sur un exploit, là. On est sur une vraie victoire, tu vois. Non, mais... Ouais, non, mais l'être humain, il est hyper intéressant de ce point de vue-là. L'autre fois, j'ai chopé une de mes clientes. En plus, elle est elle est encore dans mon Telegram avec mon club. Et je vais sur son profil, je vois des 3 millions de vues sur un réel, 1.7 et tout. Je suis retournée dans le groupe et j'ai dit félicitations pour tes réels, tu pourrais nous dire quand même. Ouais, merci de partager, quoi. Fais péter les victoires ici. Yes. Ouais, donc je trouve vraiment que c'est important cette clôture, tu vois, qu'il y a un début, un milieu et une fin qui soit vraiment marqués. Et parfois il y a des gens, ils sont pas, ils sont peut-être pas nécessairement contents d'un truc, d'un machin, d'un bidule, d'aller quand même chercher ce qui a été transformé, parce qu'on occulte trop facilement parce qu'on est focalisé sur la suite ou parce qu'il y a eu un point où oh tiens, j'ai moins bien aimé, puis on se focalise sur le négatif. C'est l'être humain, il est comme ça. Donc va chercher ce qui a fonctionné pour toi et tes apprentissages en fait de ce moment qu'on a passé ensemble. Ouais, complètement. Et j'avais vu une histoire que t'as partagée sur les réseaux sociaux d'une galère que t'avais eue avec une cliente une fois qui t'a dit 1 an après rembourse-moi alors qu'elle avait eu des super résultats. Comment tu gères ce genre d'histoire? Déjà, si t'arrives à nous la raconter pour donner un peu plus de contexte, et comment tu gères? Parce que c'est chaud. C'est chaud quand la nana elle a eu des super résultats, t'as tout donné 1 an après. Enfin, je sais, tu vois, je me suis mis à ta place, j'ai connecté, je me suis dit c'est abusé. Comment tu gères ça? Il y a eu plusieurs conditions externes qui ont fait qu'on en est arrivé à cette situation-là, tu vois, en prenant du recul. En milieu de parcours avec moi, elle s'est tournée aussi vers un autre coach qui était pas du tout ma vibe, un peu marketing poussiéreux que tu mentionnais tout à l'heure, etc. Et je pense que dans son mindset, il y a quelque chose qui a shifté à ce moment-là, même si elle avait obtenu les résultats avec moi. Donc la meuf, elle était venue pour atteindre les 10 cas par mois, elle a atteint les 10 cas par mois plusieurs mois d'affilée, tu vois. D'un seul coup, ah ouais, mais bon, la fin de l'accompagnement, ton énergie, nanana, mais en fait, t'as atteint ton objectif et tu viens plus au Zoom. Donc moi, je sais plus trop quoi te dire. Viens au Zoom et puis on s'en parle, tu vois, genre dans l'idée. Donc elle a fait tout l'accompagnement, elle a fait les 6 mois. Et à la fin des 6 mois, elle est venue me dire que finalement, elle était pas si contente de mon énergie à la fin de l'accompagnement.
Voilà. Et moi, j'étais là, OK. Donc, déjà, je vois pas le rapport parce que j'ai tout délivré, ce que j'avais à délivrer. Et puis, si tu as été déçu de mon énergie, bah, c'est ta perception, en fait. Parce Et que puis moi, on vend une transformation, on vend des résultats, donc à un bah, c'est moment ça, donné, je te vends pas mon énergie, tu vois. ouais, À moins que toi, tu venais pour vampiriser mon énergie, je vois pas trop le rapport. ouais. Parce que je te donne d'autres choses. Et en fait, ce qui a fait la diff pour moi, c'est que, ben, elle était pas contente. J'ai refusé. Parce que c'était pas juste pour moi qu'après les 6 mois, elle me demande de lui rembourser quand même la moitié de l'accompagnement, donc 3 mois. Donc on a un accompagnement assez haut de gamme, tu vois, donc c'était tout de suite un gros montant. J'ai dit non, et là, elle s'est transformée en furie, à utiliser des arguments légaux. Elle est venue en me disant oui, mais selon nanana, j'ai le droit. Et alors là, moi, ça a coupé tout le côté émotionnel en fait par rapport à cette situation-là. J'ai basculé en mode factuel, donc j'ai fait appel à des avocats autour de moi ici en Suisse et j'ai posé les faits. Ben, le fait est que déjà en Suisse, voilà, pour ceux qui achètent en Suisse, sachez-le, il n'y a pas de délai de rétractation. C'est voilà, il y a un délai de rétractation qui est offert. C'est au bon vouloir du vendeur. Le fort juridique, c'est quelque chose d'hyper important à aller clarifier. Où est-ce qu'il y a une dispute? Où est-ce qu'on va aller régler ça? Bah, le fort juridique, il était en Suisse, donc ça lui aurait demandé de venir de l'étranger pour faire. Donc j'ai posé toutes les différentes choses, et moi je me suis dit, en fait, c'est juste, nous n'avons pas d'obligation de résultat, hein, sachez-le, pour toutes les personnes qui sont dans le métier. Mon avocate me disait, moi-même avocate, je n'ai pas d'obligation de résultat. Donc c'est pas parce que mon C'est une client a obligation de perdu, moyens. voilà, c'est pas parce que mon client a, mais tu sais très bien toi, mon client a perdu son procès qu'il va pas me payer. Ça n'existe pas. Et en plus, pour vous, dans le cas précis, donc vous avez délivré tous les moyens et elle a eu les résultats. Vous inquiétez pas, elle a aucune raison de Bien gagner sûr. quoi que ce soit. Elle va juste perdre de l'argent en fait si elle se lance dans des démarches. Donc ça a été plus de façon égotique, tu vois, qu'elle serait venue ici en Suisse faire un machin. Donc je lui ai répondu factuellement plusieurs fois. Puis à un moment donné, on a senti avec mon avocate que il y avait plus de rationnel en fait dans cette situation-là, elle allait utiliser des arguments qui avaient plus aucun sens. Le délai de rétractation, c'en était un, parce qu'en fait, un délai de rétractation, meuf, après 6 mois, quand t'as tout consommé, il y a quand même quelque chose qui fonctionne pas au niveau de ta compréhension de la loi, là. Donc, on va juste arrêter de discuter. Après, elle me parlait du droit de la concurrence, et j'étais là, mais on part où? On est dans le Ouais. métaverse. Parce que moi, Elle essayait de choper tous les arguments, quoi. en fait, elle a vu des mots juridiques passer à droite à gauche, elle s'est dit, je vais les utiliser, etc. Le pire avec cette situation, c'est que, et là je t'en parle, c'est que cette meuf continue à écouter ce que je dis, et encore il y a 6 mois, est venue me menacer par email, donc c'est, voilà, me menacer par email de, c'était quoi? De diffamation. Ah ouais, mais c'est Donc, lourd. Super lourd. ouais. Donc en fait, il y a des gens qui sont fous, et j'ai pas peur de le dire. Il y a des gens qui sont tellement en colère, et en fait, tu sais pas Ouais, ils pourquoi font ils sont une en colère. obsession, en fait. Tu dis quoi? Ils font une obsession, en fait. Ah oui, 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 là, c'est de l'ordre de l'obsession, hein. Auquel cas, j'ai répondu, en fait, que ça commençait à ressembler à un harcèlement, en fait, ce qu'elle faisait. Donc, voilà, il fallait qu'elle cesse. Il y a des gens, ils sont, je sais pas, il y a un truc qui leur appartient, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ça m'appartient pas, en fait, sa réaction. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de continuer à vivre ma vie et pas de me faire non plus un nœud au cerveau et arrêter de dormir à cause de ça. Et je pense que peut-être un conseil pour tous ceux et celles qui vivent une situation similaire, c'est effectivement de basculer sur ce mode factuel, concret, objectif, et te dire, voilà, concrètement, là, quels sont les éléments que j'ai avec moi, quels sont les éléments peut-être que la personne a avec elle, qu'est-ce qu'effectivement peut être du domaine de ma faute ou de mon erreur si c'est le cas, et de le reconnaître. Je pense que c'est le mieux, tu vois, je pense que c'est la meilleure situation, meilleure réaction à avoir. Et de laisser tomber le côté émotionnel de oh mais alors qu'est-ce qu'on va penser de moi, et puis elle m'aime pas, et puis et de commencer à se dire que finalement ce qui est en train de se passer veut dire quelque chose à propos de nous. Moi, ça m'a permis de vivre, et je t'avoue que c'était pas facile à vivre au début, hein, parce que là, je te dis tout ça avec le recul. Ça me permet d'en parler aujourd'hui sans ressentir aucune émotion. Ça me permet de vivre ma vie tous les jours sans y penser. Enfin, tu vois, la dernière fois que j'y ai pensé, c'était à son mail il y a 6 mois. Autrement, je pense pas à elle du tout, jamais. Parce que autrement, ce type de situation peut vraiment nous bouffer, hein.
C'est pour ça que On je te veut pose la tous question. Ouais. on veut tous bien faire les choses. On veut tous que les gens soient satisfaits. Et ça, c'était un truc qui était difficile pour moi. Encore une fois, recherche un peu de la perfection. Ah ouais, mais je crois que j'ai eu, sur toute ma carrière, j'ai dû avoir 3 clientes vraiment pas contentes, quoi. Et en fait, j'en parle à mon mari, il me dit: «Mais t'as eu combien de clientes au total?» 3 clientes, c'est quoi le pourcentage par rapport à ce total? Je calcule, je dis: «Ah OK, ça fait 0,2%», tu vois? Ça va. Ça va, je fais bien mon job. Il me dit: «Tu te prends vraiment la tête pour ça?» Mais Et en oui, mais fait, ça touche. Parce qu'en bien fait, je pense, c'est parce que c'est injuste. Tu vois, la nana, elle est là, t'as délivré pendant 6 mois. À la fin des 6 mois, elle vient, elle te demande un remboursement. Enfin, tu sais, limite, t'as l'impression que c'est une blague un peu, tu vois. Je pense que tu ouais, l'as vécu un peu comme ça. Et en plus, t'as fait 10K, 10K, 10K. Enfin, je sais pas sur combien de mois elle a fait 10K, mais elle a, j'imagine, remboursé aussi l'accompagnement. Enfin, à un moment donné, largement. voilà, tu vois, je t'ai délivré ce qui était prévu. T'as même eu plus. Je pense qu'à un moment donné, faut arrêter d'abuser. Je pense que c'est ça qui qui touche, en fait. Et là, c'est Ouais, pas cool ce qui est en train de se passer, c'est injuste. ben, clairement. Après, tu peux pas faire changer, la personne d'avis. Tu peux pas, tu sais, il y a qu'est-ce que je peux contrôler et qu'est-ce que je peux pas contrôler? La seule chose que je peux contrôler, c'est la façon dont moi je vais le vivre. Complètement. Et je préfère m'en sortir la tête haute, et je préfère même aussi, parce que ces dernières menaces, c'était: «Ah, diffamation, tu parles de moi, les gens me reconnaissent», jamais je la nomme. Il y a même des personnes qui étaient dans le groupe de clientes. Il y en a une qui est revenue il y a quelques mois en me disant: «Alors, je savais pas qui c'était, j'ai vraiment un doute», et cetera. Donc les gens se sont même pas rendus compte au sein Ils ont des pas clients, compris. tu vois? Et en fait, je me suis dit, moi je me suis dit: «C'est important que j'en parle parce que c'est une situation entrepreneuriale qui est connue et dont Ouais, puis on parle tabou, pas assez hyper souvent». tabou. Ouais, complètement. Ouais. Hyper tabou, puis derrière il y a: «Est-ce que j'ose dire qu'il y a quelqu'un qui était pas content avec moi?» Mmh. Mais en fait, oui, parce que ça va arriver, en fait. Tu sais, c'est une illusion de penser que ça n'arrivera jamais et que tout le monde va être à 100 satisfait. Tu as des gens, ils sont pas satisfaits d'un service 5 étoiles dans le meilleur palace du monde. Ils auront encore quelque chose à redire. Mmh. Donc pourquoi pas avec toi? Carrément, carrément. Ouais. Ouais, merci pour ce partage. Bah, C'est avec cool. C'est plaisir. cool d'en parler, c'est important. C'est un peu, tu sais, comme les haters, tout ça. Comment on gère, tu vois? Comment est-ce que c'est un truc qu'on n'en parle pas assez? Et Ouais. clairement, quand ça t'arrive, même si tu fais tout pour que les gens soient 100% satisfaits, comme tu le dis, il y a toujours quelqu'un qui sera pas content et juste parce que tu avais un cheveu de travers ce jour-là et ça l'a énervé, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, c'est cool de voir ton histoire, voir que, en fait, ce qu'il faut, c'est, comme tu l'as dit, couper l'émotion, même si c'est dur. Mmh. C'est très dur. Couper l'émotionnel, se faire aider par exemple par un avocat ou un juriste si on n'a pas forcément le budget, regarder, ok, je risque rien, quels sont mes droits et qu'est-ce que, comme tu l'as dit, hein, se remettre en question, c'est important aussi pour améliorer son service. Et Mmh. après, à un moment donné, ça lui appartient plus à elle qu'à toi, comme tu l'as dit. Donc ouais, c'est cool d'en parler. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu fais. Moi, j'adore, je suis tout ce que tu fais. Grande fan. Oui. Continue comme ça, t'apportes beaucoup de valeur et j'aime beaucoup, ouais. Merci beaucoup pour cette invitation, puis j'espère, qu'on arrive à se croiser quand même un de ces jours. C'est clair, on se voit en Suisse dès que je rentre. Ah, avec plaisir. Trop bien, merci pour tout. À bientôt. Ciao, Bye ciao. bye.